seconde session de notre programme de séminaire 2025 sur l'économie sociale et le colonialisme. On avait donc eu une première réunion le 5 mars. Je crois qu'un certain nombre d'entre vous étaient là avec Valérie Reed sur les mutuelles de santé au Sénégal. Donc, nous avons le programme d'aujourd'hui que je vais rappeler tout à l'heure. Et puis, nous aurons trois autres séances pour l'instant qui sont programmées. Une le 7 mai sur l'aspect, disons, un peu plus euh, euh, éthique des premiers socialistes français et britanniques sur les régimes de propriété des sociétés traditionnelles, et puis sur le saint-simonisme et le colonialisme avec Lucas Privet et Teddy Pekin, puis une séance le 11 juin avec Belkacem Benzenine sur les bureaux de bienfaisance euh, musulmans en Algérie, et au mois de septembre avec Thierry Guillopé sur les coopératives de logement social en Algérie des années 20 aux années 60. Nous aurons ensuite une autre session au mois de novembre qui n'est pas encore totalement finalisée et dont j'espère pouvoir bientôt vous en donner le contenu. Donc, je vous propose de commencer notre séance d'aujourd'hui, donc qui porte avec Antoine Perrier sur les sociétés de bienfaisance musulmane et développement de l'économie sociale au Maroc et en Tunisie. Il se présentera, mais peut-être deux mots sur Antoine Perrier, qui est donc docteur en histoire et chargé de recherche au CNRS, et à l'IREMAM, mais je pense que il complétera mieux que moi cette présentation. Et puis nous avons prévu une deuxième intervention avec Assinome Arimono Élysée, qui est enseignant-chercheur à l'université d'Antananarivo et à l'Institut Raleigh-Mingo en études en histoire et études politiques, et qui porte sur les collectivités autochtones rurales dans une démarche coloniale de réforme et de modernisation du paysanat à Madagascar dans les années 50. Donc, ne voyons pas notre second intervenant. Je vous propose de donner la parole sans tarder à Antoine Perrier. Et puis, je vous rappelle un peu les règles du jeu que nous avons fixées sur le déroulement de ce séminaire. On demande à chacun d'intervenir une vingtaine de minutes. On se donne après un temps d'échange d'une vingtaine de minutes à peu près. Et puis ensuite, nous donnons la parole à notre second intervenant. Donc, est-ce que vous pouvez ouvrir le banc, peut-être en ajoutant des éléments éventuellement de présentation que j'aurais omis dans mon introduction. Je vous donne donc la parole. Merci beaucoup, madame. Est-ce que vous pouvez aussi me donner le droit de partager mon écran parce que j'ai un PowerPoint, s'il vous plaît? Parce que là, c'est pas le cas actuellement. Je vous ai envoyé une demande. Normalement, c'est bon. C'est bon. Alors, merci beaucoup. Je mets en place. J'espère que vous voyez tous mes diapositives. Hmm. Alors, ben, merci beaucoup pour cette présentation que je compléterai effectivement très rapidement pour ajouter juste une information. D'abord, en vous remerciant tous l'équipe du séminaire pour avoir accepté ma présentation. Je suis heureux de le faire devant des collègues que je connais et d'autres que je ne connais pas. Donc, je suis en effet en poste au CNRS actuellement à Rabat, alors non plus à l'IREMA, mais à Rabat au Sam Jacques Berck, qui est un des instituts français de recherche à l'étranger au Maroc, où j'étais affecté pendant 2 ans avant de retrouver un autre laboratoire en France, et où je conduis essentiellement une recherche sur l'histoire de la pauvreté, l'histoire de l'assistance aux pauvres au Maghreb et singulièrement au Maroc, qui était en fait le projet sur lequel j'avais été recruté au CNRS il y a maintenant 4 ans. Dans ce cadre-là, je vous propose une communication qui a plusieurs objectifs. D'abord, le premier, c'est cette question d'économie sociale qui ne m'était pas nécessairement la plus évidente ou la plus familière dans l'histoire du Maroc et l'histoire coloniale du Maroc en particulier.
Et bien sûr, vous le verrez très rapidement dans mon exposé, il s'agit là de vous présenter une recherche sur un objet spécifique, qui est un aspect seulement de mon travail, mais qui donc est le plus récent, qui est celui des sociétés de bienfaisance musulmane, que je vais essayer tant bien que mal de faire rentrer dans le cadre de ces 20-25 minutes et dans le cadre je l'espère, vos propres préoccupations. Donc la première question, c'est celle de la présence ou de l'équivalent d'une économie sociale au Maroc. Sachant qu'à ma connaissance, mais mes collègues me corrigeront peut-être, il n'existe pas de travail en propre qui se penche sur la question pour le Maghreb, en tout cas pas sur le Maroc ou la Tunisie, qui est un autre pays que je connais bien. Alors cette question de l'existence d'un concept euh, ou d'un équivalent d'un concept dans un contexte maghrébin repose d'abord sur, à mon avis, une innovation méthodologique qui me tient à cœur, comme avec d'autres collègues d'ailleurs, qui consiste à intégrer le Maghreb dans un univers de comparaison avec l'Europe, mais aussi avec d'autres pays du monde, pour ne pas trop le spécificiser, mais aussi une mise en garde méthodologique, puisqu'il ne s'agit pas non plus d'écraser le Maghreb sur une échelle de comparaison, une échelle de valeur qui le situerait par rapport à une avance ou un retard par rapport à l'Europe. Bon, il me paraissait important tout de même de le préciser. Alors je me suis donc replongé dans les classiques, n'est-ce pas? Je vois que M. Dreyfus est présent sur les grands livres sur l'économie sociale récemment pour voir ce qui, dans la façon dont on désigne cette notion, ce qu'on désigne par cette notion en Europe, on pouvait trouver des équivalents au Maghreb et singulièrement dans ces sociétés de bienfaisance musulmane dont je parlerai pour le Maroc et la Tunisie. Alors, j'y retiens tout à fait que les associations, qui sont une forme qu'épousent ces sociétés de bienfaisance, font partie, avec les coopératives ou les sociétés de secours mutuels, des acteurs fondamentaux de l'économie sociale. Donc, de ce point de vue-là, nous y rentrons. J'ai remarqué aussi dans les travaux sur la France une attention à la question de la variable confessionnelle, du rapport avec l'Église, avec les notions de charité, avec l'histoire longue de cette forme d'assistance qui est soulignée jusqu'au XXe siècle, hein, aussi dans un cadre européen et qui, vous le verrez, est assez présent pour le Maroc. La question aussi de la place croissante de l'État, de l'étatisation que j'interrogerai ici. Et enfin, une forme spécifique de financement de cette économie sociale, avec une acception large, disons, qui serait celle des procédures privées ou publiques d'affectation de l'épargne à des fins sociales. Mais il faut dire aussi globalement qu'il y a une sorte d'écart que je constate entre l'Europe et le Maghreb, la France et le Maghreb, puisqu'on parle en France beaucoup d'organismes fondés sur la solidarité, sur le self-help, et qu'on a tendance à opposer à la charité ou au secteur philanthropique, avec une ligne de partage à déterminer, bon, qui peut être discutée dans le cas français, qui pourrait être celle peut-être d'une l'opposition entre une certaine verticalité du don charitable, et une solidarité plus nette, plus égalitaire de l'économie sociale. Une forme d'opposition ou de couple qui, d'un certain point de vue, ne fonctionne peut-être pas complètement pour le Maroc et la Tunisie, comme je vais essayer d'en donner quelques idées, quelques indices. Alors, ce qu'il faut dire aussi, après cette première tentative de poser le cadre, que la société de bienfaisance musulmane n'est peut-être pas l'institution la plus évidente quand il s'agirait de chercher des équivalents de l'économie sociale au Maghreb. Elle s'intègre dans un cadre beaucoup plus ancien qui y fait penser davantage, qui est celui de l'association, la corporation, pardon, et donc pas l'association, Hanati en arabe, qui euh, réorganisait la vie économique pendant des siècles jusqu'au XXe siècle, où elle a eu tendance à être marginalisée et à disparaître. La corporation est un cadre d'organisation du travail que nous connaissons mal dans l'histoire du Maghreb. Nous en avons qu'une connaissance assez ancienne qui date de la période coloniale, essentiellement pour le Maroc, l'enquête menée par Louis Massignon, qui avait été chargé par la résidence générale d'enquêter sur la fin d'un monde économique, donc les corporations de métiers des artisans des villes, essentiellement, mais où il montre des formes d'organisation, même sans insister beaucoup, d'auto-organisation qui font penser à de l'économie sociale, la présence d'un syndic, hein, d'un Amin, d'un don annuel consenti par les membres de la corporation, et des formes aussi d'entraide, d'assurance qui se développent au sein de ce monde des métiers. Et d'ailleurs, dans un article que j'ai découvert à l'occasion de la préparation de cette communication, donc qui est la revue du Musée social, un article publié en 1910 par René Vallerand sur l'association moderne chez les Tunisiens musulmans, euh, ce- ce- cet observateur, dont j'ai beaucoup d'informations d'ailleurs, inclut avant tout dans cette notion d'association moderne les corporations et parle aussi au fur et à mesure des sociétés de bienfaisance musulmane qui ont la particularité de ne pas être une institution du fond des âges, disons, au Maghreb, mais qui sont nées avec la période coloniale, la présentant bien comme une initiative privée.
soutenue informellement ou partiellement seulement par les pouvoirs publics. Donc, dans ce continuum, la société de bienfaisance avec les corporations est identifiée comme une forme moderne d'association, là où la corporation serait une forme plus ancienne. Donc, ressortirait, disons, pour les observateurs de l'économie sociale, rare, il est vrai, j'aurai l'occasion de le dire, de l'économie sociale depuis la France du Maghreb, comme une forme d'une de ces manifestations possibles, une des formes d'incarnation d'une économie sociale au Maghreb. Dans le reste des objectifs, j'irai plus vite, il y a la question de la circulation potentielle des modèles entre un système assurantiel ou de protection sociale en France et les systèmes au Maghreb. Alors, il s'agit, on ne va pas ici se raconter d'histoire, c'est-à-dire plutôt de logique de circulation en un seul sens qui viendrait de la métropole vers les colonies. Il y a toujours cet idéalisme épistémologique que je trouve louable, mais néanmoins difficile à montrer souvent, du fameux effet retour sur les politiques sociales en France. Bon, que pour l'instant, personne n'a réellement réussi à prouver. Donc déjà, contentons-nous de voir un petit peu les transferts dans ce sens-là. La diffusion ou non, d'ailleurs, des mécanismes dans ces sociétés société qu'on a eu tendance à décrire à l'indépendance, hein, ou depuis l'indépendance, comme une forme hybride entre la modernité française, je le mets avec des guillemets, et puis une tradition plus ancienne dont j'ai donné quelques avatars. Autre objectif, et qui est en fait complémentaire, ressortir ou essayer de décrire ce qui serait des formes musulmanes d'économie sociale autour de la question de la charité, j'y reviendrai. Donc d'où ces sociétés sont tout à fait la manifestation récente. Et enfin, dans une perspective plus diachronique, de décrire un mouvement pour voir la formation spécifique de l'aide sociale ce point particulier qui m'intéresse, qui est la question de la prise en charge de la pauvreté. Et je tâcherai ici de vous montrer que les SBM, donc les sociétés de bienfaisance musulmanes, sont un bon observatoire pour montrer une forme d'étatisation progressive de l'assistance, mais sans création d'une administration sociale dédiée et sans non plus sécularisation de la référence religieuse qui reste centrale dans l'assistance aux pauvres. Alors ces différents objectifs s'intègrent dans une historiographie à la fois riche et lacunaire, comme souvent pour ces questions d'histoire sociale du Maroc. Je ne commenterai pas très longuement la bibliographie, mais simplement pour vous mentionner son existence. Alors, d'abord pour dire qu'il a existé une histoire moderne essentiellement arabisante de la pauvreté au Maroc et en Tunisie, donc pour la période qui s'arrête au XIXe siècle, avec une certaine, passé à la date du XIXe siècle, une certaine ignorance des développements de l'histoire sociale de ces sociétés, en tout cas de l'histoire de la pauvreté et de sa prise en charge à partir de la période coloniale qu'on a, bon, je passe sur les détails parce qu'on pourrait caractériser longuement la bibliographie, mentionner simplement avec le dernier titre qu'il y a une grande bibliographie anglo-saxonne sur l'Empire ottoman et sur la charité et l'aide aux pauvres dans l'Empire ottoman, mais le Maghreb ne souffre pas d'un égal équivalent, d'une égale attention. Deuxième cadre plus dynamique, celui d'une histoire des associations à la période contemporaine. Il y a eu quelques rares articles qui ont été écrits sur cette société musulmane de bienfaisance. Je sais que du côté algérien, notre collègue, on a dit son nom, Belkacem Benznine, s'intéresse aussi à ces formes alors là, plutôt sous la forme des bureaux de bienfaisance en Algérie. Tout ça étant un intérêt, disons, plus récent à partir des années 2000 qui prend racine en partie sur un héritage qui est celui d'une histoire sociale du mouvement ouvrier ou d'une histoire aussi de ces associations sous l'angle de la politisation des sociétés, du rapport avec les mouvements nationaux. Évidemment, au cœur des préoccupations des sciences sociales sur le Maghreb, juste après les indépendances et dans les années, disons, 70, 80, 90. Bon, donc à la fin, un paysage où il y a des jalons sont bien posés, mais où la période même directement n'est pas bien cernée. Donc je tâcherai dans une communication que je souhaite rapide, puisque dans le temps imparti, vous présenter d'abord le contexte d'émergence de ces sociétés de bienfaisance, vous en présenter le fonctionnement, les formes d'action. Ensuite, de regarder à travers les sources plutôt coloniales la conception de la question sociale au Maghreb et de cette forme particulière de question sociale, enfin de réponse à la question sociale que sont les sociétés de bienfaisance. Ensuite, de voir plutôt dans les documents produits par les acteurs locaux une évolution de cette aumône individuelle vers la charité organisée, donc un début d'étatisation que je détaillerai encore davantage dans la quatrième partie qui sera aussi un petit peu conclusive. Donc nous passerons peut-être un petit peu à grands traits, vu le temps qui m'est imparti, mais j'espère tout de même que ce sera à peu près intelligible.
Alors, dans quel contexte émergent ces sociétés, puisque j'ai parlé de créations relativement récentes? Alors, les sociétés de bienfaisance musulmane, la Jamaïa al-Khairiyya al-Islamiyya en arabe, donc littéralement association de bienfaisance islamique musulmane, n'apparaissaient pas au Maroc et en Tunisie avant les années 1920. Jusqu'alors, la plupart des mécanismes qui étaient prévus pour l'aide aux pauvres dépendaient des fondations pieuses, des habous ou awqaf, bien de main morte, hein, fondations pieuses, dont une partie des biens étaient affectés à des causes d'intérêt public, dont les secours assez rudimentaires, il faut bien le dire, aux pauvres, ce à quoi s'ajoutaient certains dons d'hommes de pouvoir, l'intervention ponctuelle des souverains, par exemple. À partir de ces années 1920, mais surtout 1930, les notables locaux conçoivent la nécessité de plus en plus pressante, face aux difficultés économiques, de, de s'emparer d'une partie des missions des fondations pieuses, notamment la distribution de vêtements ou de pain, l'asile pour les vieillards ou les aliénés, des refuges, des orphelinats pour les enfants abandonnés, autour d'un seul et nouveau type d'institution que seraient ces associations qui se fondent dans le cadre légal nouveau du protectorat, qui importe en partie dans ces deux pays la jurisprudence, la législation des associations de la loi de 1905. Alors, ces associations sont des associations notabilaires, de notables, dont la présidence revient généralement au gouverneur de la ville, le pacha, assisté des fonctionnaires locaux, donc le juge, le qadi, les responsables de ces fondations pieuses, et les membres des associations sont des personnes qui cotisent, j'y reviendrai, qui appartiennent aux notables d'une ville. Une société est toujours fondée à l'échelle d'une ville simplement. Alors on a ici une double inspiration, qui est à la fois une inspiration, une initiative d'origine coloniale et qui se fonde beaucoup sur le modèle du bureau de bienfaisance algérien, comme assez souvent d'ailleurs au Maroc et en Tunisie, et ses inspirations algériennes, mais aussi une initiative propre, j'aurai l'occasion d'en reparler à la fin de cette communication, des notables des villes. Alors pourquoi les années 1920 et les années 1930, et singulièrement 1930? Eh bien, il s'agit d'années de crise économique particulièrement difficiles, puisque une succession de mauvaises récoltes se conjugue à la ruine des artisans des villes, hein, dont les produits ne s'écoulent plus face à la concurrence européenne, et un exode rural massif, encouragé aussi par une urbanisation et une industrialisation sélective, mais néanmoins assez dynamique dans certaines villes marocaines et tunisiennes, provoque un exode rural massif et donc aussi un afflux de chômeurs ou de personnes qui cherchent une assistance dans les villes, qui vont concentrer l'essentiel de la question sociale à ce moment-là. D'où l'initiative, donc cette double initiative que je disais, de créer ces sociétés dont on doit tout de suite souligner que par rapport à des associations plus traditionnelles, disons, elles n'obéissent pas à des logiques très démocratiques, hein, parce que les membres ne sont pas élus, elles ne sont pas représentatives des communautés locales, ou en tout cas elles le sont simplement dans le sens qui trouvent à la fois les hommes de pouvoir marocains, tunisiens et français, c'est-à-dire une représentation par la notabilité plutôt que par l'élection, bien sûr. Donc j'ai rappelé aussi cette base locale essentielle, hein, c'est-à-dire qu'une société est créée pour les besoins d'une ville en particulier et c'est tout. Alors néanmoins, et il y a quelques traits qui peuvent se rapprocher d'une dimension plus socialisée de l'économie, disons. D'abord, il y a un financement par cotisation, uniquement de l'élite, mais néanmoins sur une base organisée annuelle. Il y a l'idée tout de même d'une prise en charge d'une question sociale par la communauté elle-même, finalement. Et cette base locale est toujours bien rappelée, c'est-à-dire que j'y reviendrai, ressortent du ressort d'une société, enfin de la compétence d'une société, les pauvres d'une ville et pas les autres. C'est la ville qui doit prendre en charge ses propres pauvres, et cette notion d'appartenance est importante et assumée par les acteurs. Et enfin, deuxième chose, un mode de financement non pas sur des salaires socialisés, sur des formes de contribution, parce que le salaire n'est ni socialisé ni vraiment très répandu à cette période-là au Maroc, mais une forme de contribution de la communauté elle-même qui passe par un mécanisme essentiel qui est celui de la taxe d'abattage, donc sur la consommation de viande en fait des habitants d'une ville. Puisque parmi les différentes sources de subventions que j'ai réunies ici dans le tableau, un article que j'ai cité, que j'avais publié dans la RHPS il y a peu de temps, donc que j'ai fabriqué à cette occasion, il y a des subventions du protectorat, mais qui sont mineures dans les années 1930, vous le voyez, de la municipalité, donc du pouvoir régent municipalité, des habous, donc de ces fondations pieuses, et puis, et en fait essentiellement, de la surtaxe d'abattage. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit de faire payer la communauté pour l'entretien de son assistance et sur une base rigoureusement communautaire, puisque
communautaire à la fois municipale, mais aussi confessionnelle, dans la mesure où il s'agit d'un mécanisme qui avait été mis en place par la communauté juive d'Essaouira, donc c'est l'ancien nom, enfin, le nouveau nom, pardon, de Mogador, qui était au cœur du livre de Néel Schrotter, que j'ai mis ici, sur ces communautés de marchands, essentiellement des marchands juifs, qui se sont précocement organisés sur des taxes religieuses sur la viande cachère afin de financer les œuvres de bienfaisance que les autorités coloniales jugent très bien organisées et gérées, et donc suggèrent aux notables musulmans d'étendre ce dispositif. Donc en fait, toute bête abattue pour la consommation des musulmans fait l'objet d'une surtaxe, hein, parce qu'elle est déjà taxée en fait, et donc d'un supplément aux taxes existantes dont le produit est versé aux sociétés de bienfaisance. Alors, ce qui, en fait, pose toute une série de questions assez intéressantes que je n'ai pas le temps de détailler, je l'ai fait un peu dans l'article. Il y a des formes de résistance de la population à ce que s'apparente à de l'aumône forcée. Il y a des questions qui sont posées sur le caractère juste de cette taxe, puisque visant la consommation de viande, elle vise aussi les plus riches seulement, et pas une base plus large. Mais elle devient, vous le voyez dans le tableau, une des principales sources de financement des sociétés, à la fois au Maroc et aussi en Tunisie. La question de l'aumône forcée pose celle donc, de ma deuxième partie, qui est celle de la charité, mais j'y reviendrai, de ma troisième partie plutôt, mais j'y reviendrai dans un instant. Cette taxe-là, qui est d'initiative nettement française, pose la question donc de cette diffusion, je le disais, d'un modèle éventuellement français de protection sociale ou d'assistance vers les sociétés maghrébines. Alors, en fait, ce qu'on constate, et j'ai à nouveau cherché pour cette occasion, mais je m'en étais déjà rendu compte, c'est que la version, la conception de ces sociétés et de la question sociale, des sociétés de bienfaisance par les autorités coloniales, et on peut la qualifier de minimaliste dans la mesure où elle considère qu'il s'agit des domaines qui ne sont pas prioritaires pour les administrations coloniales. D'ailleurs, aucune administration avant 1945 n'est dédiée aux questions sociales ou même aux questions du travail, en tout cas au Maroc, et avec une certaine idée une analyse fondamentale qui repose aussi sur une analyse historique, qui consiste à penser que la communauté musulmane est chargée par l'aumône et par les mécanismes d'aumône de gérer cette question sociale, pour des raisons d'ailleurs qui sont souvent interprétées par les autorités coloniales comme étant plutôt des stratégies de notables, d'ostentation et puis de contrôle politique plutôt que d'application d'un devoir religieux. Mais bon, il s'agit là d'une forme de biais culturel, du culturaliste assez classique. Et du point de vue des autorités coloniales, le problème des pauvres, en fait, et notamment des pauvres qui viennent avec l'afflux de l'exode rural, c'est un souci d'ordre public et de contrôle des populations, notamment de contrôle des épidémies. Donc il y a un souci sanitaire et un souci sécuritaire qui fondamentalement les invitent à se pencher sur ces questions. Et donc avec une séparation très claire hein, dans leur conception entre une charité privée qui doit s'occuper de la pauvreté et puis quelques tâches publiques donc, de l'État colonial qui se limitent très rigoureusement à l'hygiène publique, donc à la création et à l'entretien de lazarets, d'hospices pour les plus malades pour éviter en fait la diffusion des épidémies. Et donc j'ai essayé de m'interroger un petit peu sur cette impensée globale, en tout cas on peut le dire, avant 1945. Je me suis replongé dans ce livre d'Alix Voigt-Gislar, L'assistance aux indigènes musulmans au Maroc, qui est assez intéressant. Qui expose une fonctionnaire, une femme, une fonctionnaire qui travaille pour l'administration coloniale, notamment l'administration de la santé en fait au Maroc, et qui parle de ces sociétés de bienfaisance. C'est un des seuls livres en français qui les évoque et qui, en fait, à la fin, sur l'assistance économique, consacre une partie sur la façon, disons, dont on pensait la question sociale assez logiquement en Europe à ce moment-là, c'est-à-dire sur une réflexion sur comment finalement s'attaquer aux causes de la pauvreté et pas seulement à ses conséquences, ce que font plutôt les sociétés de bienfaisance. Et là, on voit en fait que les instruments des politiques publiques dans les années 30 à cette date-là se limitent à très très peu de choses et en fait essentiellement à l'assistance par le travail, et notamment par les chantiers de chômage, qui est une forme de continuité hein, qui sera maintenue par la suite ensuite. Donc dans l'ensemble, je le disais, un impensé, et même des auteurs comme Robert Montagne qui se sont penchés, je vous voyez ici, sur la naissance du prolétariat marocain à travers une enquête collective assez novatrice après 1945 qui a été menée, s'interroge moins sur la dimension, disons, de nouvelle pauvreté que représente l'exode rural et la naissance de ce prolétariat qui en est en partie urbain, qui en est en partie le produit, que sur la dimension politique, en fait, que recèle cette nouvelle classe sociale pour le protectorat, qui pourrait s'appuyer, disons, sur cette classe nouvelle, donc qui n'est pas encore gagnée aux idées nationalistes. Enfin, j'avancerai un petit peu plus vite. Il me reste 5 minutes.
sur, du point de vue des acteurs locaux, cette dimension religieuse. Alors avant tout, les sociétés de bienfaisance, pour les acteurs musulmans, c'est une organisation collective de la charité privée. Donc, de ces deux obligations que sont la zakat, l'aumône légale obligatoire, et la sadaqa, la générosité de surcroît. Donc, j'irai assez vite, hein, mais dans les pétitions, les documents qui constituent ces sociétés, comme celle que vous avez ici, il y a vraiment tout un corpus normatif coranique qui est mis en avant pour justifier en fait l'organisation, la responsabilité qui pèse sur les hommes riches d'aider les pauvres et chaque musulman individuellement de le faire. Donc c'est vraiment dans ce registre-là que sont créées ces sociétés. D'un mot, on sent une évolution fondamentale dans cette conception de la charité, notamment avec un nouveau personnel de l'État marocain. Je cite ici le cas de Mohamed Driss Brada, chef de la section musulmane d'assistance. Donc, c'est un interprète de l'administration coloniale qui va être chargé d'inspecter les sociétés de bienfaisance musulmanes et qui, lui, va défendre l'idée ce qu'il appelle une charité organisée, puisque, en fait, la spontanéité des dons ne suffit pas, mais l'État doit prendre sa part dans le pilotage des sociétés musulmanes, d'organiser cette charité, remplacer, enfin, de la remplacer par une autre administration, mais de la piloter à l'échelle nationale, puisque les formes de solidarité, d'assistance solidaire traditionnelle ne suffisent pas selon lui. Donc il y a quand même une diffusion tout de même d'un discours qui resterait encore à creuser sur cette charité scientifique dont on parlait aussi au XIXe siècle, qui touche aussi des acteurs musulmans. Mais c'est pour ça que j'ai cité aussi le livre plus ancien de Béchir Sfar. Il y a souvent l'idée chez ces mêmes acteurs que la solution est déjà dans l'organisation musulmane de la société actuelle. C'est-à-dire qu'en fait, le Coran, c'est ce que dit Béchir Sfar dans l'histoire, ce livre consacré à l'assistance publique, le Coran a prévu, à travers la zakat et la sadaqa, des dispositifs suffisants d'assistance aux pauvres. Donc la charité elle-même contient finalement sa propre solution qu'il s'agit de perfectionner par d'autres moyens. Donc c'est une idée qui est forte chez un certain type d'élite de l'État, de l'État marocain et tunisien, donc des monarchies qui sont des représentants de classes, disons, traditionnelles, de hauts fonctionnaires, de serviteurs, et qui seront remplacés, en fait, notamment en Tunisie à l'indépendance, par des hommes politiques venus du mouvement national, plus sensibles aux idées du socialisme et aussi à une doctrine, disons, du développement qui là, transformera complètement la façon de poser les problèmes et qui la sécularisera. Et donc, je terminerai par là, comme promis. Donc, des formes d'étatisation qui se superposent aussi à des formes de sécularisation. Alors l'étatisation, pour le dire en un mot, c'est qu'après 1945, l'État, notamment avec des dispositifs centralisés comme celui de l'entraide française, en fait des crédits du plan Marshall de l'aide américaine, vont distribuer des subventions très massivement réparties à l'échelle nationale et non plus avec cette idée de ressources qui sont prises dans chaque ville en évaluant les besoins. Donc ça, c'est une nouveauté radicale dans la façon de voir l'assistance aux pauvres, avec l'idée aussi de combattre une famine très violente qui a sévi au Maghreb en 1944. Donc l'idée d'une coordination, mais qui ne va pas jusqu'à la création de nouvelles sociétés, ces sociétés d'une nouvelle administration, ces sociétés de bienfaisance restant en fait l'interlocuteur principal des pauvres finalement durant toute cette période. Et simplement pour dire un mot de ces deux documents que je vous mets ici avant de conclure proprement dit, il y a des formes tout de même de sécularisation, même de la pratique même de l'aumône. Vous voyez ici des petites fiches, des coupons pour recevoir des secours mensuels, ce qui fait qu'il y a une forme de bureaucratisation du travail de ces sociétés qui induit la fin de cette relation interindividuelle de personne à personne très importante dans le don, dans la zakat. Hein. Les acteurs musulmans eux-mêmes, certains s'en inquiètent, hein, c'est comme ça qu'ils le disent. Et puis de l'autre côté, vous avez une lettre d'un des présidents, donc du président de la Société de bienfaisance de Tunis, au ministre des Affaires sociales en 1956, où là on est dans le cadre d'un personnel destourien qui va s'exprimer non plus dans les termes de la charité, très présent les archives de ces associations, de ces sociétés avant 45, mais dans celui de la justice sociale, de l'humanitaire, bref, tout un nouveau champ lexical qui va se développer à ce moment-là. Je terminerai vraiment en deux mots. Donc pour vous dire que ces débats contribuent de manière intéressante, je crois, à la question lancinante et en même temps peut-être fondamentale de la mesure de la sécularisation de ces sociétés, dont Malika Zral avait donné une dernière réflexion très récente l'année dernière dans ce livre, hein, The Making of the Modern Muslim State. Mais souvent, la sécularisation, on l'apprend moins dans des questions d'histoire sociale
que dans des questions d'histoire constitutionnelle ou d'histoire des institutions. Donc là, on touche aussi à des pratiques intéressantes qui peut-être font une spécificité de cette forme d'économie sociale au Maghreb. Et enfin, donc, qui maintient toujours comme une importance de la charité et de la personnalisation dans le rapport aux pauvres. Et enfin, je dirais d'un mot, mais c'est le plus important, que dans le fond, l'économie sociale s'exprime le plus au Maghreb dans un cadre rural, avec les sociétés indigènes de prévoyance, c'est comme ça qu'elle s'appelait. J'en ai mis ici un petit médaillon, et qui poursuivait des logiques plus horizontales, sans doute, d'entraide, même si, et ce sera mon dernier mot, il ne faut pas complètement, notamment à partir des années 1920, séparer des questions sociales urbaines et questions sociales rurales, dans la mesure où ce sont un peu les mêmes pauvres qui sont jetés sur les routes et qui circulent à partir des années 20, à la fois pour les migrations de travail, mais aussi pour aller chercher de l'assistance grâce à ces sociétés. Voilà, j'en termine ici et j'ai à peu près tenu les 25 minutes. Je vous remercie beaucoup pour l'ensemble de ces éléments et cette communication que j'ai trouvée personnellement très intéressante parce que croisant pour nous des angles d'approche qui sont assez variés et que l'on ne rencontre pas toujours. Donc, je trouve que c'est un élément tout à fait intéressant. Je dois ajouter qu'on a un petit peu plus de temps parce que je viens de recevoir un message de Assidemé Élisée qui me dit qu'il est malade depuis ce matin et que, bon, il est au Canada, hein, compte tenu du décalage horaire, bon, je viens de recevoir le message maintenant en me disant qu'il est tout à fait désolé, mais qu'il ne pourra pas nous rejoindre ce soir. Donc, ça nous laisse un petit peu plus de temps pour nos échanges, mais peut-être qu'avant de passer aux échanges, est-ce que je me retourne vers Antoine Perrier en lui demandant, puisque vous avez fait des efforts pour respecter le temps qui était imparti. Est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose maintenant ou plutôt lors des questions-réponses qui vont suivre? Non, enfin effectivement, j'ai fait j'ai un peu progressé, mais je pense que la plupart des idées que je vous ai données sont le squelette de la présentation. Je pourrais y revenir avec plus de détails si cela vous intéresse dans la discussion. Tout à l'heure. Donc, la parole est ouverte. Peut-être Madame Lacroix, allez-y, Bonjour, moi je veux bien effectivement poser des questions. allez-y. Mais on ne vous entend pas parce que J'entends le pas. micro est coupé Pardon, désolée. Est-ce que là maintenant vous m'entendez correctement? parfaitement. Donc bonjour à toutes et tous. Donc je suis Annick Lacroix et je travaille aussi sur les questions d'histoire sociale, plutôt sur l'Algérie. Et merci Antoine pour ta présentation. J'ai en fait effectivement quelques questions, à la fois des questions vraiment d'intérêt et de détails qui feront pas avancer euh, le débat collectif, mais enfin, j'en ai plusieurs, voilà, de différents ordres, on va dire. D'abord, sur un point de détail, tu dis qu'il n'y a pas de direction de travail ou qui serait dédiée enfin, de direction ou de département qui serait dédié à la question de l'assistance du travail au Maroc. Tu peux revenir là-dessus? Je trouve ça intéressant. Je me suis demandé à quelle direction de l'administration était rattachée, par exemple, la question des chantiers de chômage que tu as évoqué. Voilà, je connais pas ça très bien et ça m'intéresserait de savoir pour le Maroc. Après, j'ai une question sur le financement et peut-être ça va t'amener à redévelopper des choses que tu as terminées un peu rapidement. Sur la dernière période, du coup, je suis pas sûre d'avoir compris comment, justement, si tu évoques une forme d'étatisation, est-ce que par rapport au tableau sur les sources de financement que tu nous as montré dans les années 30, on voit une évolution et du coup, à quel point l'État se met très peut-être à subventionner. Enfin voilà, est-ce qu'il y a des subventions des pouvoirs publics qui sont plus importantes, qui diraient quelque chose aussi d'un colonialisme tardif qui se préoccupe des questions sociales après la Seconde Guerre mondiale et donc là, est-ce que tu as des éléments, soit que j'ai loupé, soit que tu n'as pas eu le temps de développer, mais qui m'intéresseraient? Et puis peut-être une troisième question, et je me maîtriserai, je m'arrêterai là pour l'instant. C'est la question, voilà, est-ce qu'il y a enfin c'est une question liée, je n'ai pas bien compris s'il y avait des archives des sociétés de bienfaisance musulmanes que tu as utilisées. Enfin, c'est quoi les sources en fait de ce point de vue-là?
Et moi, je fais partie, pour le dire rapidement, d'un programme de recherche de l'ANR qui s'intéresse aux questions de statistiques et de dénombrement en situation coloniale, l'ANR COCOL, dirigée par Béatrice Touchelet. Et du coup, je me suis demandé s'il y avait des productions de statistiques, alors pas qui proviendraient cette fois-ci des autorités coloniales françaises ou du Marzen marocain, mais en fait de ces sociétés de bienfaisance elles-mêmes. Et donc ça dépend de tes archives. Est-ce que tu vois, du coup, les notables ou ceux qui s'occupent, qui gèrent ces sociétés de bienfaisance, produire enfin, comment ils justifient leur action et est-ce qu'ils essayent, enfin, de le faire, j'imagine, de diverses manières, mais ça peut être aussi par la production de données chiffrées. Ça, c'est une question très intéressée. Voilà, merci de m'avoir donné la parole et merci Antoine pour ta présentation, c'était très intéressant. Peut-être, j'ai donné la parole à Michel Dreyfus, je crois, qui avait levé la main. Oui, bon, ben, merci et c'était tout à fait intéressant. J'ai appris plein de choses. Ah, il me semble qu'il y a comme des différences énormes entre ce que vous nous avez montré et par exemple la mutualité que je connais bien dans la mesure où là on a des formes d'assistance aux plus pauvres et non pas de prise en charge de ceux qui peuvent se prendre en charge avec un minimum de choses. Donc il me semble que s'il y a un rapport avec l'économie sociale, il faut plutôt voir du côté des associations au moins jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Bon, après, c'est peut-être un peu différent, qui effectivement font comment dirais-je, des formes d'assistance, de charité. Encore une fois, entre la charité et l'assistance et la prise en charge qu'organisent les sociétés de secours mutuel, il me semble qu'on est des logiques complètement différentes, avec aussi, vous l'avez un peu évoqué, et c'est tout à fait important, qu'on est quand même dans une société beaucoup plus rurale, alors que la mutualité est quand même repose essentiellement très largement sur les villes, comment dirais-je, les gens qui travaillent dans les villes, les artisans, la petite bourgeoisie, etc. Alors, on est vraiment dans des mondes complètement différents, me semble-t-il, si je vous ai bien compris. Donc, je termine. Il me semble que, encore une fois, si on doit faire le lien avec ce que nous connaissons un peu sur l'économie sociale, pas suffisamment d'ailleurs, il me semble que ce serait beaucoup plus du côté des associations, sur lesquelles d'ailleurs il manque encore des recherches, que de la mutualité. Je n'ai pas parlé de la coopération parce que, à mon avis, on est vraiment là dans quelque chose de complètement différent. Je parle sur votre contrôle. D'accord. Merci Michel. Patricia Toucas? Oui, alors bon, moi je vais poser une question très concrète, mais qui va peut-être compléter un peu ce que disait Michel. C'est que bon, donc je note bien que le financement n'inclut pas une forme de participation des pauvres eux-mêmes donc à leur assistance, à leur propre, enfin à l'entraide. Voilà, donc il n'est pas question d'entraide, c'est ce que je crois comprendre en tout cas, hein, on est vraiment dans l'assistance. Et alors donc je voulais savoir donc quelles sont les initiatives concrètement mises en place par ces notables pour apporter une assistance à la population pauvre. De quoi s'agit-il exactement? Est-ce qu'il s'agit d'apporter une assistance alimentaire, une assistance médicale? Est-ce qu'il s'agit de redistribuer l'argent? Voilà, qu'est-ce qu'on fait concrètement dans ces sociétés? Merci beaucoup. On fait une première réponse, puis on revient ensuite. Comme vous voulez, sauf si Sylvie, ça avait un rapport Ah bah avec. oui, Sylvie. Oui, oui, C'est je vous ra- en prie, c'est allez-y. c'est rapide. Ah non, mais prenez votre temps, il n'y a pas de souci. Non, je vous en prie. Bonjour, donc je suis Sylvie Thénault. Moi, je travaille sur l'Algérie et même pas sur les aspects économiques et sociaux. Donc, la question vient aussi un peu de mes domaines de spécialité qui concernent un peu plus les questions d'administration et d'État. Je me demandais sur le processus de sécularisation, enfin d'étatisation sans ou plus ou moins sans sécularisation que tu as décrit, comment ça s'articule dans un contexte de protectorat entre l'administration coloniale d'un côté et l'État local de l'autre, avec
euh, le contexte d'après 45 qui évidemment n'est pas celui d'une marche à l'indépendance, sinon ce serait trop téléologique, mais on est quand même dans une évolution qui tend vers, si j'ai bien compris, les processus de décolonisation des protectorats, à augmenter les domaines de prérogatives des administrations locales par rapport à l'administration coloniale, ce qui, en termes de transition, aboutit in fine, voilà. Donc je me demandais comment, voilà, comment ce processus d'étatisation plus ou moins sécularisé s'articulait avec cette évolution des administrations du fait des revendications anticoloniales qui poussent à augmenter, si j'ai bien compris, si je ne me trompe pas, les prérogatives des administrations locales. Et pour le coup, là, il y a quelque chose qui distingue clairement les protectorats de l'Algérie. Voilà. Merci. Ah, Merci. je commence à répondre. Oui. Merci pour vos questions. Bah, je vais reprendre dans l'ordre commençant par celle d'Annick. Donc, oui, alors, je crois, mais je peux revérifier, parce que j'ai lu l'information récemment que la première direction, donc, qui est un peu l'équivalent des ministères dans les protectorats, parce qu'il y a encore des ministères, mais ils sont confiés à des ministres marocains et tunisiens, hein, des wazirs en arabe, donc il n'y a que eux qui sont ministres, mais sur des domaines très spécifiques. Et du côté colonial, donc, du côté administration coloniale, et notamment les secteurs qui leur sont dévolus en particulier, comme l'économie, les travaux publics. Là, on parle de direction. Enfin, je le dis pour, je pense que tu le sais, mais pour les collègues ne l'auraient pas nécessairement en tête. Et donc, il n'y a pas de direction du travail, stricto sensu, avant les années 30, en fait. Et une administration qui gère les chantiers de chômage et, euh, et les formes de placement que la conjoncture économique rend nécessaire pour diriger un peu la main-d'œuvre qui est désorganisée par d'importantes migrations, notamment et l'exode rural que j'évoquais. Ce qui ne signifie pas que les prérogatives ou l'initiative de l'assistance par le travail n'existaient pas auparavant. Mais simplement, elles étaient dévolues. Alors, ça change, c'est pas un peu dur à suivre, j'ai pas encore la cartographie en tête, mais la lutte contre la misère dépend de différents types d'administration. En fait, beaucoup de la direction des directions spécialisées dans les relations avec les indigènes, entre guillemets, donc la direction des affaires indigènes, singulièrement, parce que ça fait partie des problèmes indigènes, c'est comme ça que les administrateurs coloniaux voyaient les choses. Et puis aussi beaucoup, en fait, hein, à l'échelle locale, dans le cadre des contrôles civils, donc des municipalités et des autorités municipales euh, de la monarchie, donc les pachas et les caïds. Donc il y a une forme de centralisation qui est un peu lente, mais dont une des étapes importantes est les années 30. Parce que, bon, enfin, c'est quelque chose que j'ai déjà eu l'occasion de dire ou de discuter avec les uns ou les autres collègues. On parle beaucoup, et à juste titre, de la rupture de 1945, mais c'est vrai qu'il y a un palier précédent qui me semble important, enfin, qui est connu aussi, qui est celle vraiment des années 30 et de la crise qu'il représente, qui prépare un petit peu aussi ces histoires de late colonial states qui sont un peu qui tournent aussi un petit peu autour de la chronologie et de mon propos. Alors oui, donc je donne un peu plus de détails sur la dernière période, parce que effectivement j'ai voulu aller vite. Bon, donc oui, qu'est-ce qui se passe? Donc par rapport au tableau que j'ai montré, effectivement, donc c'est un tableau qui date des années 37-38, je ne sais plus, où là on avait une subvention du protectorat bon, qui peut aller jusqu'à 18%. Ça dépend un petit peu aussi s'il y a subvention des habous ou pas, mais qui globalement, vous le voyez, est très faible. On passe à des calculs de proportion, alors j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais qui montent dans les 70-80%. Euh, Parce qu'en fait, il y a un effort financier massif. Hein, j'avais fait le calcul, je le dis dans mon petit article. On passe de 150 millions de francs pour l'année 1946. Enfin, plutôt, on arrive à 150 millions de francs en 1946 en équivalent avec inflation corrigée. Et on partait en fait en 1933 de 2,8 millions. Donc, il y a une multiplication, on passe de 2,8 millions à 150 millions. Bon, ce- même avec des corrections, ceci ayant cela en tête, mais on change complètement d'échelle. C'est-à-dire que là, il y a un afflux d'argent qui est bien, bien. Donc, c'est l'entraide française, hein, beaucoup, donc, qui est gérée aussi pour les secours aux territoires qui ont été meurtris par la guerre, disons ce qui n'est pas stricto sensu le cas du Maroc ou de la Tunisie, mais qui néanmoins bénéficie de ce programme et qui vise à investir dans ce domaine comme dans d'autres, hein, comme tu l'as dit, dans le cadre d'une stratégie
d'un État colonial un peu tardif, enfin, qui se vit pas encore comme tardif justement à ce moment-là, mais pour qui les questions sociales, la question sociale, et l'enquête de Robert Montagne s'inscrit aussi dans ce cadre-là, et une des planches de salut, disons, et de renouvellement de l'alliance avec ces sociétés, euh, qui, euh, qui est permis par la conviction, voilà, ceci je voulais le dire sur Robert Montagne, et j'ai pas eu le temps, qui est un peu, qui est assez fascinante en fait quand on relit Montagne, mais en fait tous les autres enquêteurs des enquêtes sociales de la période, j'avais travaillé là-dessus, y compris un peu pour l'Algérie, avec cette idée que ce nouveau prolétariat est une classe sociale intéressante, parce que ce sont dans le fond des paysans déracinés, hein. On avait, avec Sylvie, dirigé une étude de master un peu sur le sujet, donc l'expression lui dit quelque chose, et qu'ils ont à la fois quelque chose de nouveau, puisqu'ils arrivent en ville dans un habitacle qu'ils ne maîtrisent pas, donc ils sont un peu arrachés à leur habitacle traditionnel et protecteur, donc vulnérables, et en même temps, ils ont gardé, je cite hein, à peu près Robert Montagne, une forme d'atavisme paysan, bon, il le dit comme ça, hein, et donc une forme de soumission de fait au pouvoir en place, et en tout cas pas du tout de contagion possible avec le mouvement national. Donc vraiment, c'est cette nouvelle classe sociale, donc cette forme de question sociale intéresse sous cet angle aussi beaucoup les autorités coloniales de manière tout à fait nouvelle où la pauvreté cesse d'être une espèce de donnée de structure qu'on quantifie pas, et ça fera un peu le lien avec ton autre question, mais devient vraiment un problème de politique publique qu'on peut pouvoir attaquer, mais de manière concomitante, en plus de ces subventions de plus en plus nombreuses, l'État colonial recommande, à travers ses contrôleurs civils, la création dans toutes les villes, y compris les villes moyennes où il n'en existait pas, des sociétés de bienfaisance musulmane. Donc ça devient en fait aussi un- un instrument d'action de l'État colonial, faute, voilà, encore une fois, d'administration en bonne et due forme. C'est le relais, c'est conçu comme le relais de l'État pour la question de la pauvreté. Avec quand même, il faut le dire, des soupçons de plus en plus nombreux qui s'exercent sur ces associations, comme sur à peu près tout groupement où il n'y a pas beaucoup de Français dedans, parce qu'il n'y en a quasiment pas, en fait, à part un contrôleur financier, des soupçons de contagion de nationalisme où beaucoup de sociétés sont soupçonnées de faire le jeu d'un notable ou un autre qui utiliserait ces ressources pour l'action nationaliste. Ça fait partie aussi des préoccupations concomitantes des sociétés, pas toujours, de l'État colonial. Mais pas toujours des mêmes acteurs, d'ailleurs, en vérité, puisque, bon, enfin, on pourrait y revenir. Mais donc voilà, on peut quand même parler d'une présence de l'État massive, enfin qui n'a rien à voir avant et après 1945, et pour des questions à la fois sociales, hein, parce qu'il y a une vraie difficulté, une vraie conjoncture économique très très dure, hein. La famine de 44 est très très violente au Maghreb, et en même temps aussi une opportunité politique. Alors oui, les sources, les archives, c'est une très bonne question, comme souvent, comme vous le savez, pour ce type de groupement, et c'est pareil pour les corporations, c'est-à-dire pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'histoire dessus. Nous n'avons pas conservé en propre, en soi-même, les archives des sociétés de bienfaisance musulmane. Ces archives n'ont pas été conservées à cet effet, ou s'ils l'ont été, elles sont dans un endroit que j'ignore, peut-être conservées chez les notables qui en étaient les présidents, c'est très probable. Bon, tout ça est aussi restitué dans une culture archivistique qui n'est pas encore très, euh, qui dépasse pas souvent l'échelle de la famille, hein. À ce moment-là, il y a pas de politique de l'État, en tout cas au Maroc, certainement assez cohérente. Puis là, en plus, on parle des échelons locaux, de même qu'il n'y a pas non plus, contrairement à l'Algérie, hein, d'organisation sur place d'archives municipales. Il n'y a pas d'archives municipales au Maroc dans les villes ou pas accessibles en tant que telles. Donc, en fait, ce sont des documents de surveillance. Là, ce sont les documents en fait, qui ont été récupérés et récoltés par les contrôleurs civils, donc l'équivalent des administrateurs en Algérie, et qui ont, comme notamment, disons, collecté les documents selon leurs préoccupations. Et leurs préoccupations étant à la fois politiques, mais aussi beaucoup financières, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de dossiers sur le financement des associations qui recoupent à la fois aussi des documents qui sont produits par ces sociétés, qui sont recopiés, parfois traduits, parfois non, hein. Par exemple, la pétition en arabe que je vous montrais ici, c'est l'original, mais qui a été transmis au contrôle civil qui l'a conservé, qui l'a partiellement traduite, je crois, dans mon souvenir, et qui donc sont des documents qui sont filtrés, mais les rares documents produits par les sociétés, il y a aussi des appels à souscription, des choses comme ça, donc on trouve des choses intéressantes, sont vraiment environnés par des préoccupations coloniales. Et donc dans ce cadre-là, la comptabilité, la façon de mettre en chiffres, disons, ces réalités sociales, viennent plutôt des acteurs des contrôles civils eux-mêmes, qui en fait renvoient à leur hiérarchie le nombre de miséreux, le nombre de pauvres, qui quantifient
les secours et ce qu'il ça représente comme budget pour ces sociétés et qu'ils les font venir par ce biais-là aux autorités coloniales centrales, notamment le secrétaire général du protectorat. De manière assez frappante, c'est ce que j'avais un peu constaté, mais bon, j'avoue qu'il faudrait que je creuse la question. J'avais un peu constaté, je m'étais posé la question du comptage pour la question des administrations dans le cadre de ma thèse. J'avais publié un petit article dans Histoire et Mesure sur ça, et j'avais remarqué que dans les administrations, donc du Marzen, des monarchies locales, on n'avait pas nécessairement tendance à quantifier, au sens à mesurer le nombre de fonctionnaires dans tel ou tel endroit, mais il y avait une forme de quantification par liste, notamment par nom de famille, par représentant des familles et assez rarement des comptages nationaux. Bah, ici, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que j'ai rarement vu dans les documents en arabe, hein, très, très sincèrement, une quantification précise du nombre des pauvres. De la même façon, d'ailleurs, que je travaille aussi sur la documentation du 19e siècle sur le Maroc, que j'ai quasiment jamais vu de mesures précises. Il y a toujours un flou sur ces pauvres, sur leur nombre. C'est pas, on rentre pas, disons, dans le chiffrage proprement dit. On dit douafa ou masakin pour parler en arabe des pauvres sans les quantifier. Mm. Pour des raisons qu'il faudrait creuser et qui tiennent aussi à des logiques, à mon avis, d'interconnaissance, à des questions d'échelle, puisque à la fin, le comptage du point de vue des autorités de contrôle, enfin je dis ça un peu, je vous le dis en réfléchissant, en vous parlant, sert aussi à la fin à agglomérer des données qui prennent sens au niveau national. Alors que là, on a quand même des sociétés qui gouvernent aussi à base locale et donc peut-être que les comptages, en tout cas couchés sur l'écrit, sont pas évidents. Mais c'est sûr qu'il y a des logiques différentes d'appréhender ces phénomènes, mais ce serait intéressant de comparer plus exactement avec le 19e siècle, ce que j'ai l'intention de faire, mais voilà, que je développerai pas, enfin, que je ne peux pas encore complètement développer, même si la question est évidemment intéressante et importante. Donc, ce qu'a dit M. Dreyfus est tout à fait exact, hein. C'est-à-dire que c'est bien l'association qui me semble la forme la plus proche, même s'il ne s'agit pas de toute façon de chercher des équivalents à tout prix. C'est pas le plus grave. La mutualité forme urbaine, effectivement, l'essentiel de ces sociétés, jusque dans les années 70, hein, sont rurales et pas urbaines. Donc nécessairement, les formes d'entraide sont différentes et les formes d'entraide qui reposeraient sur des bases plus mutualistes, entre guillemets, qui relient à la campagne, sont recensées par les anthropologues, mais ne sont pas très bien connues des historiens. Il y a notamment des formes de contribution collective, un grenier, voilà, des choses comme ça. Les médiévistes s'intéressent à ces questions-là, mais on n'a pas beaucoup d'archives sur la période contemporaine, donc c'est aussi un chantier à développer. Il n'y a pas une question d'entraide. Effectivement, on n'identifie pas les ménages fragiles pour qu'ils puissent contribuer, parce qu'on parle aussi quand même de pauvreté, peut-être que je n'ai pas assez insisté, extrêmement extrême. C'est-à-dire qu'il s'agit d'assister des gens qui meurent de faim, en vérité. Qui n'ont meurent de faim, qui n'ont pas de maison, qui n'ont parfois pas de vêtements, qui sont littéralement dépourvus de tout. Notamment dans les contextes de crise. Donc, il s'agit, en fait, dès qu'on est en capacité de travailler, donc un homme sans problème de santé, on est envoyé sur les chantiers et c'est ça l'assistance qui est prévue. Là, on vise vraiment les plus vulnérables ou ceux à qui on peut plus donner de travail à un moment donné quand il n'y en a plus assez pour tout le monde de toute façon au Maghreb. Donc ça répond aussi à la question de Mme Toukas, c'est-à-dire sur la forme des aides elles-mêmes. Donc j'en avais donné quelques exemples, mais fondamentalement, c'est du secours anti-famine dans la plupart des cas. C'est-à-dire distribution de pain, ou de soupe, donc vraiment une distribution alimentaire, très très rarement des distributions en espèces. C'est le cas, et ça change un petit peu, c'est pour ça que ce document est intéressant, là vous voyez ici, ça ce sont des secours qui sont réservés aux familles. Mais c'est des secours en argent, hein. Il y a marqué le mot franc ici, mais c'est un document qui est assez rare et concerne des familles entières. Et en fait, à travers la famille, on vise aussi l'aide aux femmes et aux enfants qui ne pourraient pas travailler directement. Donc bon, voilà, il y a fondamentalement ça, de la nourriture pour éviter que les gens meurent de faim, pour éviter aussi qu'ils meurent de faim et répandent des maladies comme le choléra ou le typhus, hein, qui se développent en contexte de famine en particulier. Distribution de vêtements aussi très très, très, très fréquentes, hein, puisque ce sont des gens qui sont démunis, et puis des hospices, des logis, mais là qui sont réservés en priorité aux vieillards qui ne peuvent plus se déplacer et aux aliénés, comme on disait à l'époque. Mais là qui prolongent en fait des logiques d'hospice ou d'hôpital, si on traduisait comme ça le mot arabe, qui existait déjà au 19e siècle.
très peu de distribution d'argent parce qu'il y a une méfiance habituelle que vous connaissez sur l'usage de cet argent-là, et puis sur le fait que ce n'est pas ce dont ils ont besoin du point de vue des autorités coloniales ou des sociétés tout de suite. Cela dit, il faut ici introduire une nuance, parce que ça c'est l'essentiel, mais il y a aussi des formes d'aide un peu dans des contextes moins critiques et qui ne sont pas ceux de la famine, hein. Je veux dire, le Maghreb, pas non plus la famine tous les ans. Il y a des moments, il y a des années de sécheresse qui provoquent des famines, mais il y a aussi des années plus ordinaires la pression est moins forte sur ces sociétés, comme elle était moins forte autrefois au 19e siècle. Et donc, mais ça, c'est ce que j'essaie de creuser, mais j'en ai vu des premiers indices. Il y a la prolongation de formes de pauvreté statutaire qui existaient au 19e siècle. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont un peu inscrites à la société de bienfaisance et qui sont aidées parce que des pauvres considérés comme méritants, alors pas méritants au sens où on l'entend en Europe, mais qui sont par exemple des étudiants pauvres et qui ont besoin d'argent pour continuer leurs études dans la ville de Fès ou de Tunis. Et qui est une catégorie qui est précisément visée par le droit coranique comme étant devant être aidée. Donc là, qu'ils ont des pauvretés peut-être moins économiques que spirituelles ou généalogique, ça c'est le deuxième exemple que j'allais donner, c'est-à-dire qu'il y a des familles dont la généalogie est prestigieuse parce qu'elle remonte au prophète, donc c'est les Sharfa au Maroc en particulier, qui vont être aidés, qui vont recevoir des secours là plutôt, ça peut être en nature, mais ça peut aussi être en espèces, parce que c'est une tradition ancienne dans ces pays de les secourir, ce qui crée de l'interrogation chez les autorités coloniales qui s'étonnent de voir des gens qui apparemment ne meurent pas de faim ou qui n'ont pas besoin de beaucoup d'argent de recevoir ce type de dons. Donc il y a des logiques aussi qui sont concurrentes. Que les autorités coloniales assimilent à du clientélisme, il y a un peu de ça sans doute, mais il y a aussi des façons d'honorer en fait des formes de capital sociaux, de hiérarchie sociale qui passent par le don, qui n'est pas nécessairement quelque chose d'infamant dans le cadre des sociétés maghrébines. Mais là, on touche à des questions assez profondes du rapport à la généalogie, au prestige aussi, dont on doit encore, à mon avis, déceler l'historicité exacte. Donc, il y a vraiment des cas de figure très, 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 très différents, mais on est bien, hein, vous l'avez dit, dans une logique d'assistance, essentiellement, et de gens qui ne sont pas capables de travailler pour la plupart d'entre eux. Et enfin, la question de Sylvie, oui, qui est effectivement importante, mais qui est à la fois difficile parce que euh, il s'agit d'articuler des niveaux qui explicitement ne s'articulent pas toujours eux-mêmes. C'est-à-dire que les initiatives ne sont pas toujours inscrites dans une politique générale du gouvernement. Là, il y a encore une forte empreinte de l'échelle locale dans ces questions, mais nécessairement, elles communiquent en effet. Tu as raison, c'est-à-dire à partir de 1945, alors surtout en Tunisie, mais aussi un petit peu au Maroc, il y a l'idée qu'il faut renouveler la forme du protectorat et renforcer l'association, et donc réaliser le protectorat pour de vrai, donc de revenir aussi à la lettre de Lyautey, donc c'est pas non plus des politiques très inventives, mais bon, néanmoins qui mesurent une forme de dérive ou d'administration directe qui est critiquée, donc de donner plus de pouvoir aux administrations locales, donc aux monarchies en fait ou aux ministères. Et là, il y a un peu deux effets différents qui se passent et qui tiennent à la morphologie différente des deux États, hein, qui était un peu ce dont je parlais dans mon premier livre, mais sur d'autres questions. Puisque du côté tunisien, il y a un ministère des Affaires sociales tunisien qui est créé, avec un ministre tunisien des Affaires sociales, et qui là va développer une forme d'étatisation d'un certain nombre de dispositifs charitables qui vont être remodelés, mais prudemment. C'est vraiment en 56 qui est une vraie rupture, mais qui là va développer ce discours que je montre dans la lettre ici du 9 juin 1956, un discours qui va insister beaucoup plus sur des questions de justice sociale, d'entraide humanitaire, bon, qui applique un petit peu aussi le programme socialiste du Destour, dans les rares moments dans les années 50 où ils sont au pouvoir avant d'être à nouveau chassés, puis de revenir définitivement à l'indépendance. Et donc là, il y a vraiment des nouvelles administrations, alors qui sont toutes petites, hein, qui ne remplacent pas les sociétés de bienfaisance, mais qui vont commencer à diffuser un message plus séculier, très nettement en Tunisie. Ça, c'est certain. Et qui préparent en fait les politiques de l'indépendance tunisienne. Tandis qu'au Maroc, il n'y a pas de ministère dédié qui est créé. Il y a des vizirs qui sont chargés des affaires économiques. C'est d'eux dont dépendra le Brada dont je parlais dans la slide d'avant. Donc lui, Mohamed Driss Brada, il travaille au viziriat aux affaires économiques, hein, mais c'est un domaine très général pour une petite administration. Mais en fait, la figure qui va s'imposer davantage que des ministres, c'est le sultan. Et le sultan, Mohamed V, enfin le futur Mohamed V, va faire un peu de feu de tout bois
et va investir aussi ces questions d'assistance, va visiter des sociétés de bienfaisance, enfin, j'exercive là-dessus, va donner lui-même aux pauvres directement pour se placer comme une référence et comme un acteur central d'une question sociale qui est quand même toujours aussi lue à travers les lunettes de la charité, puisque le sultan donne de personne à personne et donne cet exemple-là et encourage à la charité. Donc les deux formes d'État qui évoluent à ce moment-là, en ayant plus de pouvoir du fait de cette conjoncture, vont faire diverger un petit peu en quelque sorte les les deux formes d'assistance. Bon, même si là je le dis un peu à grands traits, mais ça rejoint d'autres évolutions plus générales. Voilà, merci beaucoup pour vos questions. Merci beaucoup de toutes ces précisions. Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, je voudrais faire une petite remarque. Je ne suis pas du tout spécialiste de ces sujets, mais je suis très frappée quand même par l'approche, disons, sociologique sur la contradiction que l'on peut avoir entre une relation de personne à personne, que cette relation de personne à personne passe par la charité telle qu'elle est définie par la religion, par rapport à une approche de politique sociale qui est par définition une forme de mutualisation, quel que soit le niveau de mutualisation ou d'organisation que l'on peut avoir. La question que je me posais est, au-delà de ce que vous nous avez décrit sur les différents niveaux d'intervention de la politique coloniale, est-ce qu'il y a vraiment, et évidemment des implications ou des réflexions politiques ou des arrière-pensées politiques qu'il peut y avoir derrière, est-ce qu'il y a une prise de conscience de cet élément-là et comment était-elle vue par les autorités coloniales? C'est-à-dire, est-ce que la relation individuelle qui, par définition, crée des solidarités locales ou des solidarités familiales ou des voilà, était-elle véritablement perçue en elle-même par les autorités coloniales comme antinomique avec toute autre forme de politique sociale? Oui, alors c'est une question assez fondamentale. En effet, d'autant plus que ces formes d'antinomie sont pas toujours aussi, je pense que c'est un peu ce que suggère votre question, pas toujours aussi claires qu'on ne pourrait le croire, au moins dans l'esprit des acteurs qui en sont ou l'objet ou les instigateurs. Ce qui est certain, c'est que, il y a une conviction, je crois, de la plupart des acteurs coloniaux, donc notamment des acteurs au plus près, des contrôleurs civils, que cette forme localisée et donc aussi interindividualisée de l'assistance et des politiques est ce qui convient le mieux à des formes d'organisation de la société musulmane qui est toujours envisagée comme étant assez figée euh, et, euh, et que toute forme d'action trop systématique et trop anonymisée, en fait, ou qui passerait dans le fond par une administration centralisée telle que eux ils l'incarnent, créerait des formes de défiance et qui sont à la fois des défiances sociale, mais aussi, aussi politique, en fait. C'est-à-dire que les autorités coloniales ont conscience que cette relation interindividuelle, qui est aussi interne à la société musulmane, est une façon de garantir l'efficacité de ces dons et de ces solidarités, dans la mesure où la présence trop marquée, trop visible des Français et de leur mode d'administration créerait une défiance euh, qui écarterait à deux titres, qui écarterait politiquement, mais ça c'est surtout vrai à partir de la fin des années 30, quand vraiment il y a une impopularité répandue du protectorat, des autorités françaises, mais aussi un problème religieux. C'est-à-dire que dans les archives, très clairement, plusieurs acteurs musulmans, là pour le coup, marocains et tunisiens, rendent compte du fait que si la société musulmane a un contrôleur français ou s'associe trop à des procédures à la française, ce n'est plus une œuvre pieuse, ce n'est plus une œuvre musulmane, puisqu'elle est en quelque sorte pas contaminée, mais elle change de nature du fait de la présence de quelqu'un d'autre, qui en plus est un autre non-musulman, et donc il ne devient plus un acte pieux de donner. Il y a une forme de licéité aussi et de valeur, de poids spirituel, ou en tout cas pieux, dans le fait de donner qui disparaît à l'approche des Français. Et très clairement, aussi, ces observateurs, aussi bien français que musulmans, constatent à partir de 1945 qu'il y a une certaine réticence à la souscription
ou à la taxe sur les viandes, parce que elle change la nature de la transaction charitable. Et donc la dimension, à mon avis, religieuse qui est assez centrale dans l'animation de l'assistance est quand même un peu menacée par sa dépersonnalisation, du moins du point de vue d'un certain nombre d'acteurs. Euh, donc, cette antinomie, elle existe, ça ne veut pas dire qu'elle est insurmontable. Je pense qu'elle appartient aussi à certains milieux politiques, milieux sociaux, qui sont remplacés, alors plus en Tunisie ou en Algérie a fortiori qu'au Maroc, mais qui, eux, ensuite n'auront pas de mal à appliquer au contraire des politiques archi-étatisées et centralisées, en tout cas dans leurs intentions, dans les années 50 et 60, hein, la Caisse nationale de sécurité sociale qui est fondée en 57 au Maroc, voilà, et qui là repose sur des mais repose quand même aussi sur des formes de milieux sociaux et de solidarité, enfin pas de solidarité, oui, mais de socialisation, disons, du salaire, qui concerne une petite part encore, ou une part seulement, de l'économie de ces deux pays, c'est-à-dire la main-d'œuvre salariée essentiellement dans les villes, dans les industries ou dans les administrations, qui ont un contrat de travail, qui ont un salaire, qui répondent à un état civil qui n'est obligatoire au Maroc comme 1953. Donc pour les indemnités familiales, c'est des choses importantes. Donc voilà, cette forme d'économie sociale-là, elle concerne aussi un certain secteur et certaines villes. Donc oui, je pense que l'antinomie, elle est perçue pour les raisons que je viens de dire par les acteurs, même si elle n'est pas absolue. Je sais pas s'il y a il y a des questions dans le chat que j'ouvre, si vous me permettez. Parce que je vois qu'il y a une question de Belkacem. Oui. Je ne sais pas si vous voulez que je la lise peut-être, enfin bon, si vous avez tous accès au chat, mais donc Belkacem me demande, donc il dit en Algérie, les bureaux de bienfaisance installés dès 1860 étaient divisés en deux catégories pour les musulmans et pour les Européens. Comment l'administration française gérait les actions de bienfaisance pour les Européens et qu'en est-il pour la communauté juive? Ah oui, c'est une bonne question parce que du coup, le modèle est assez différent. Ça, j'avais vu ça effectivement pour l'Algérie. Il y a pas du tout il y a une tentative à un moment dans une ville, je ne sais plus laquelle, au Maroc, de structure commune avec deux branches, une musulmane et une européenne d'une même société de bienfaisance. Mais on considère que ça ne marche pas et il y a vraiment une espèce de logique qui est peut-être plus marquée dans les protectorats qu'en Algérie, de ségrégation quand même des deux populations, notamment au Maroc, hein, puisque tout l'édifice quand même de l'UET est construit autour de ça, hein, l'urbanisme, etc. Et donc, si on peut éviter de mélanger les choses, on le fait, avec l'idée dans les acteurs français, à la fois que ça conviendra aux Européens, mais aussi aux musulmans eux-mêmes qui n'ont pas envie de mélanger ni leur argent ni leur action. Bon, c'est une façon de projeter aussi des désirs, comme d'habitude, sur ces populations, mais voilà, c'est ce qui s'applique. Et il y a des sociétés de bienfaisance européennes qui sont chargés d'aider les personnes en difficulté au Maroc et en Tunisie, qui existent, hein. Je veux dire, il y a un public pour ces sociétés, c'est-à-dire qu'il y a on voit, enfin, j'avais croisé comme ça des demandes de de petites, disons, de classe moyenne inférieure, disons, peut-être pas classe populaire, des villes, de personnes qui sont en difficulté provisoire. Mais bon, ça reste un tout petit public. C'est-à-dire que à la fin, comparé à l'Algérie, je pense, la colonie, donc les membres, les représentants des pays européens qui habitent au Maroc et en Tunisie, sont dans l'ensemble assez peu dans la gêne. Donc, pas, notamment en proportion, n'ont pas vraiment besoin d'une œuvre extrêmement organisée, qui est souvent en fait cette bienfaisance européenne, surtout dirigée par les épouses des hauts fonctionnaires coloniaux, donc Madame Lyotet, les épouses des résidents généraux, qui font un peu leurs bonnes œuvres comme ça. C'est présenté comme tel et voilà, qui sont, disons, des versions plus légères et plus soft quand même que d'après ce que j'en ai vu, que pour les musulmans, parce qu'ils posent des questions d'échelle bien différentes. Et la communauté juive, elle, est plus donc comme je le disais dans la partie sur la taxation, est réellement confronté là pour le coup à ces problèmes. On sait bien que une grande partie des communautés urbaines juives étaient en difficulté financière, notamment jusqu'aux indépendances. Mais là, il y a une organisation donc, qui dépend des institutions communautaires juives, qui existait déjà et qui est maintenue et renforcée par les autorités coloniales. Donc, il y a des sociétés de bienfaisance israélites, comme on disait, qui sont fondées et qui elles-mêmes trouvent dès le départ ce mécanisme
ce mécanisme de la taxe d'abattage qui sera ensuite transférée aux musulmans. C'est dans ce sens-là que ça se passe. Et il y a souvent un souci des autorités coloniales de pas trop aider la bienfaisance juive, de peur de créer des tensions entre les différentes communautés. C'est exprimé tout à fait explicitement. À noter aussi que la bienfaisance juive est aussi, peut compter sur le support d'associations comme l'Alliance israélite universelle ou d'autres organisations internationales qui, plus avant 1945, la supportent, les aident. Voilà, ça répond un peu à la question, mais c'est vrai que je connais moins bien la partie assistance européenne, mais c'est sûr qu'il y a une vraie différence avec l'Algérie de ce point de vue-là. Euh, Michel, oui, dans le sillage de ce que vous dites, est-ce qu'il n'y aurait pas des liens entre ces sociétés de bienfaisance et les sociétés de bienfaisance qui se développent en France euh, à partir et qui sont centralisées autour de l'OCOB à partir de la fin du 19e siècle, au moins jusqu'à la Seconde Guerre mondiale? Est-ce qu'il n'y aurait pas une piste de recherche à voir de ce côté-là? Oui, Il me semble que la démarche me semble assez similaire. je pense aussi, mais en fait, je pensais d'ailleurs en préparant cette communication trouver plus d'indices d'une référence explicite de documentation et je ne l'ai pas trouvé, je dois vous dire. Euh, Excusez-moi de vous interrompre, est-ce que vous avez regardé le dictionnaire de l'OCOB? L'OCOB était un organisme qui centralisait les œuvres de bienfaisance qui étaient proches du musée social d'ailleurs, qui était fondé en 1895 et par chance qui a publié, je crois, peut-être à partir des années 1900, un peu après, des gros bulletins, des gros dictionnaires de toutes les œuvres de bienfaisance en France. Et il serait peut-être intéressant de voir si ça concernait aussi hmm, l'Algérie, le protectorat, etc. Enfin, je ne sais pas, c'est autant de questions que je pose, mais il y aura peut-être une piste à voir de ce côté-là. peut-être, oui, oui, oui. Mais en tout cas, l'absence de mention explicite ne veut pas dire que Oui, les comme compétences. toujours, Oui, oui, tout à fait. bien sûr. Donc vous dites c'est le dictionnaire de... Dictionnaire de l'OCOB, l'Office central des œuvres de bienfaisance. Ok, l'Office central des... Voilà. merci beaucoup. Que vous avez d'autres questions? Je ne vois pas de main levée. Je vous redonne la parole. Antoine, est-ce que vous voulez conclure ou est-ce que nous arrêtons là? Non, il ne me reste qu'à vous remercier beaucoup. Sachant que, avant de me remercier, sachant donc que l'ensemble de la séance est enregistré, donc le montage prend un petit peu de temps et il sera mis sur notre site aussitôt qu'il aura été monté dans le cadre du séminaire. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que le site du CEDIAS est en voie de renouvellement, il y en avait bien besoin. Et donc, il sera prêt, je l'espère, avant l'été. Donc, on aura une vision un peu plus dynamique que celle que nous avons aujourd'hui. J'ajoute aussi que Cinémé Élysée m'a fait un message en me disant qu'il espérait que nous pourrions reprogrammer sa communication parce qu'il était désolé, mais bon, ça dépend aussi maintenant un petit peu de ses propres déplacements. Donc, on va essayer de reprogrammer ça parce que je pense que ce serait intéressant effectivement d'avoir une vue aussi hein, sur Madagascar, qui est une approche évidemment très différente, mais aussi intéressante. Voilà. Merci beaucoup. Merci Antoine pour cette communication. Merci à tous. Et puis, je vous donne donc rendez-vous le 7 mai. Bonne soirée à tous. Merci. Merci Merci, Lydie. merci, au revoir. Au revoir. Merci À Antoine, à bientôt. bientôt.